Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On parle aujourd'hui de la situation des Juifs de France dans cette période de crise politique que traverse le pays et nous sommes en compagnie de Didier Meir-Long, essayiste et théologien. Bonjour à tous. Bonjour Didier Bonjour, Madame. Meir-Long. Alors vous venez de publier une note de conjoncture qui évalue l'impact possible des élections sur les Français juifs. C'est une note que vous venez d'envoyer donc aux principaux responsables communautaires et qu'on peut d'ailleurs retrouver en lien sur la description de cette vidéo. Et voici comment cette lettre commence. La double révolution d'une ultra-gauche donnée à 28% et d'une ultra-droite donnée à 31% va toucher de plein fouet les Français juifs, largement stigmatisés depuis le 7 octobre. Les Français juifs risque d'être touché de plein fouet, dites-vous. Qu'est-ce à dire, Didier Meir-Long? Quelle est la situation aujourd'hui? Alors, la situation qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est une situation de très très grande confusion. Pourquoi c'est une situation de grande confusion? Parce que on a eu un accord entre le PS et LFI, donc et d'un coup, les juifs, par exemple les institutions juives comme le CRIF, qui avaient les partis traditionnels, les partis républicains comme des interlocuteurs, en dehors d'Emmanuel Valls et de Bernard Cazeneuve, elles n'ont plus d'interlocuteurs. Du côté républicain, on n'a plus d'interlocuteurs. Et la gauche, qui était en fait, depuis l'affaire Dreyfus, qui avait défendu les juifs, en fait, les a trahis. Quand la droite populiste les défend. Donc, malgré le grand courage en fait d'un Jonathan Arfi, qui a lutté contre toutes ces alliances non républicaines, donc les pouvoirs républicains ne répondent plus. Bon, première chose. Deuxième chose, il y avait un cordon sanitaire qui avait été établi, vous vous rappelez, à partir de 1987 par Jacques Chirac, qui avait dit quand Jean-Marie Le Pen avait dit les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il était évident que c'était les Juifs qui étaient au milieu, et ce détail de l'histoire a séparé la droite républicaine de la droite nationaliste, populiste, pendant bientôt presque 30 ans. Et en 24 heures, ce détail était balayé puisqu'il y a eu une tentative d'alliance en fait entre la droite républicaine qui finalement a bien résisté et puis la droite populiste. Du coup, Jean-Luc Mélenchon, qui a utilisé depuis le 7 octobre l'antisémitisme et les juifs et les sionistes entre guillemets, c'est-à-dire ces juifs globalisés, non plus comme un détail, mais comme en disant que l'antisémitisme n'était qu'un résidu, est monté en tête, et ça a remis au centre, en fait, ça a remis encore au centre. Les juifs étaient au centre, mais là ils deviennent le centre même de la campagne, puisque le RN dit nous on vous protège, le PS dit mais non, nous on va avec les filles. Et donc, il y a une situation qui est complètement changée. Et là-dedans, en fait, les Juifs réels ont été éjectés du jeu. Zemmour et Knafo donc sont sortis du jeu. Marion Maréchal est revenu avec sa famille. Les gens comme Glucksmann d'un coup ont disparu des écrans pendant une semaine. C'était difficile d'avoir un nom Glucksmann, le patronyme Glucksmann, avec celui associé à celui de Rima Hassan. Jérôme Gage, évidemment, n'a plus de famille politique puisqu'elle est partie vers la NUPES V2. Et en fait, en une semaine, toutes les digues ont sauté. Et ce qui est en train de monter, donc pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que les Juifs deviennent au centre, parce qu'on leur a accroché une cible dans le dos, finalement, que eux-mêmes, on parle de Juifs, on parle pas de Juifs réels, on parle de Juifs, on leur demande même pas leur avis, ils sont utilisés dans un jeu qui est où il y a une espèce de montée de la paranoïa. Tout le monde devient dangereux, c'est-à-dire les juifs, les musulmans deviennent dangereux. Il y a des ennemis cachés de l'intérieur, les arabes et les sionistes. Ils sont forcément très forts, ce qui dit surtout la petitesse des gens qui se sentent en insécurité. Leur violence est à la mesure de la projection de la projection de ceux qui les utilisent. Il y a une espèce de puissance mondiale sur le juif, c'est plus devenu un juif, c'est un sioniste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui mondialement est devenu dangereux. Et bien sûr, on nous cache tout, on nous cache ce que coûtent les musulmans, les musulmans pratiquent la taqiyya, donc c'est forcément du double langage. Et là-dedans, l'apocalypse arrive, et comme dans toutes les pensées apocalyptiques, il faut un sauveur. Et d'un côté, on a un sauveur qui est un jeune premier de 28 ans, qui va probablement gommer 3 milliards de dettes accumulées depuis 20 ans. Et de l'autre côté, le Tché, prêt à toutes les purges, pour rester le seul guerrier nazi contre les nazis. On va revenir sur donc il faut la polarisation de la situation. On va revenir sur comment faire effectivement à ce moment-là dans la situation que vous décrivez tout à fait, j'allais dire explosée, on va dire, entre deux pôles extrêmes. Mais pour repréciser ce clivage dans lequel on est aujourd'hui, vous parlez d'un clivage entre les gagnants et les perdants de la mondialisation.
Et vous dites que dans cette polarisation, Voilà. finalement, les Juifs ont tout à perdre. Pour quelles raisons les Juifs ont tout à perdre? Exactement. Pourquoi? Donc, parce que, en fait, on a deux blocs antagonistes qui se sont polarisés, qui sont en train de se polariser de plus en plus fort. Franck Alizio, qui est un ancien des Républicains et du Rassemblement national, a dit ce matin qu'il craignait, qui est du Front National, qui régnait à Marseille des pogroms contre les Juifs. Pourquoi il risque d'y avoir il peut y avoir il y a cette espèce de violence qui monte contre les Juifs? Parce que d'un côté, on a une double révolution. On a d'un côté des classes moyennes paupérisées, celles des petites villes de taille et des villes de taille moyenne, des zones rurales qui confient leur avenir et qui confient leur avenir au RN. Donc cette France périphérique qu'avait décrite Christophe Guilly, elle n'est pas antisémite, mais elle s'est rapprochée en fait du Front National. Et de l'autre côté, donc, c'est des gens qui sont les oubliés de la globalisation. C'est-à-dire que la globalisation, je vous rappelle ce que c'est ce mouvement qui, depuis les années 80 jusqu'au Covid, en gros pendant 30 ans, a créé une richesse colossale, au niveau mondial, puisque ça a permis en fait qu'il y ait beaucoup moins de pauvres. Je vous donnerai tous les chiffres si vous voulez du FMI en Chine, en Inde, en Afrique. Mais ce mouvement en fait qui a aussi enrichi l'Europe a laissé de côté en fait des gens qui aujourd'hui une classe moyenne qui est paupérisée, donc celle par exemple celle des petites villes et des villes de taille moyenne et de la ruralité. Et de l'autre côté, on a une autre population en fait qui vient abandonner de la globalisation, c'est-à-dire c'est des populations qui sont déterritorialisées, des gens qui viennent, qui sont arrivés en fin de piste, en fin de route dans les banlieues de la globalisation et qui ont reconstitué et qui n'ont pas réussi à s'intégrer parce que la France, pour tout un tas de raisons qui ne sont pas liées seulement à eux, et qui ont reconstitué en fait. Ce qui s'est passé, c'est que les religions dans la globalisation ont reconstitué en fait des néo-religions. C'est ce qu'on voit avec les pentecôtistes, les évangéliques, donc qui sont maintenant un demi-milliard de personnes dans le monde. C'est des grands mouvements, même comme on voit dans le judaïsme avec les Lubavitch. Donc, ces religions qui étaient liées à des territoires se sont déterritorialisées, sont arrivées dans les banlieues de la globalisation et ont créé des religions chaleureuses où les gens se sentent accueillis. Et finalement, cette côté musulman, ça donnait une Oumma. Cette Oumma, les gens font confiance, beaucoup de gens, parmi les musulmans, à peu près, on a 28% de la population, 55% des moins de 40 ans, ils font plus confiance à la fraternité de l'Oumma ou des frères musulmans qu'à celle de la République. Et donc, ces deux populations déglobalisées, les unes sont reprises par le Front National et les autres reprises par l'ex. Alors justement, on va voir les deux côtés. Vous dites que le RN n'est plus antisémite dans sa doctrine. Il se serait, selon votre expression, donc cachérisé, mais vous dites quand même aussi qu'il y a de nombreux antisémites qui gravitent toujours autour du parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'on peut mesurer l'influence de ces personnalités qui demeurent idéologiquement assez puissantes au sein même du Rassemblement national? Alors, il ne faut quand même pas oublier que du côté du RN, alors ça c'était maintenant il y a un millénaire, c'est-à-dire en 2002, le RN en fait essaie d'opposer en fait les Français patriotes aux mondialistes. Donc c'est bien une question de mondialisation. Et donc n'oubliez pas qu'il y a encore en 2012, Marine Le Pen faisait en fait siffler les mondialistes juifs qui étaient Dominique Strauss-Kahn, Bernard-Henri Lévy, Edouard Rothschild et Jacques Attali. Parce que voilà. Et donc le RN a gardé en fait est passé d'un ADN où on faisait siffler les juifs à un ADN où on ne fait plus siffler les juifs. Donc, mais ce RN garde quand même un ADN qui est proche en fait de ses racines, parce que par exemple, quand on prend un Jordan Bardella, il était quand même il était quand même très proche, il est quand même très proche en fait de gens comme Chatillon, de gens qui étaient des présidents du GUD. Ça a une proximité familiale, c'était une proximité par sa petite amie qui était la fille de Chatillon. C'est une proximité. Donc il reste quand même, les dirigeants du RN, il reste quand même, et on ne sait pas jusqu'où, en fait une porosité assez grande avec des leaders de l'extrême droite. Voilà. Oui. Mais on ne peut pas accuser la population en général d'être d'extrême droite. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Les préjugés, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les préjugés antisémites, ils sont liés à la population française. Donc 30% en fait des Français, alors ça varie selon les études, mais
et jugent que, par exemple, que les Juifs sont plus riches que les Français, qu'ils utilisent leur propre intérêt, pour leur propre intérêt, leur statut de victime du génocide. Ça fait 30% quand même de personnes. Ils ont trop de pouvoir, trop de pouvoir dans l'économie et la finance, 26%, dans les médias, 24%. Alors, ils pensent ça, ils ont des préjugés antisémites, mais en même temps, ces 69 Français pensent qu'ils sont injustement, que les Juifs sont injustement attaqués. C'est qu'en même temps, les Juifs leur sont sympathiques, mais en même temps, c'est normal que ils ont tout un tas de préjugés antisémites. Et quand on passe du côté du RN, ces préjugés antisémites, les préjugés en fait sur le pouvoir des Juifs, si 18% de la population pense que les Juifs ont plus de pouvoir que les autres, au RN on est à 24% sur des populations de 24%. Là, je vous donne des études en fait qui sont celles de l'American Jewish Committee et de l'IFOP en 2022 et celles du CNDH. Ok. Alors, le rapport à l'argent, les gens du RN, les populations du RN pensent que les Juifs ont un rapport fort à l'argent pour 54% contre 38% de la population. Donc, on a quand même un vrai antisémitisme qui existe en France, qui est résiduel, et cet antisémitisme est plus fort dans les populations alors, comment ça se présente maintenant du côté de la gauche, du nouvel antisémitisme de gauche? Là, on peut dire que la question, par exemple, de la Palestine, ça a été central dans la campagne de LFI, par exemple, ce qui est tout à fait extraordinaire. La Palestine est centrale, mais elle révèle simplement un fait qui était révélé. Donc, je prends un sondage de 2022, parce que 2024, les sondages, on peut dire, ont été troublés par le 7 octobre, etc. Mais en réalité, 29% des Français ont des préjugés antisémites, mais 59% des musulmans. Et ça en 2022, donc bien avant le 7 octobre. Donc, pour 65% de la population française, les Français, les Juifs sont injustement attaqués, mais pour 40% seulement dans la population musulmane. Et pour les 25% des musulmans, donc un quart d'entre eux, les Français juifs sont responsables de nombreuses crises, contre 11% dans la population française. Et déjà en 2006, c'est pas nouveau. Déjà en 2006, le Pew Research Center, il montrait que 28% de la population musulmane française avait une opinion défavorable envers les Juifs, contre 13% de la population générale. Voilà. Et 15% des musulmans, ils avouent avoir une franche antipathie envers les Juifs. Un pourcentage qui est supérieur de 10 points à ce qui est observé dans la population française. On a 5% de très très fortes antisémites et on en a 15% chez les musulmans. Oui, alors des deux côtés, on voit bien effectivement qu'il y a un seuil supérieur, disons, d'aversion contre les Juifs, que ce soit au sein du Rassemblement national et au sein de la France insoumise. Et vous donnez dans votre note des chiffres, à nouveau, on ne va pas abreuver non plus trop de chiffres, mais malgré tout, des chiffres très significatifs, puisque le LFI, donc, la France insoumise arrive en tête en Seine-Saint-Denis avec 37% des voix, 20 points devant le RN. À Sarcelles, dans le Val d'Oise, où vivent 12 000 juifs, LFI fait 40%. À Marseille, 55 000 juifs y vivent et un demi-million de musulmans. LFI l'emporte dans 7 arrondissements et le RN dans les 9 autres qui restent donc. Comment vous estimez les risques qu'on crée maintenant, Front populaire, dans les quartiers défavorisés pour les populations juives de France? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas que les Juifs qui ont peur, il y a aussi les musulmans qui ont peur. Quand nous on interroge des gens dans les cités, quand nous on interroge des gens, il n'y a pas que les Juifs, il y a les musulmans qui ont peur. C'est-à-dire qu'on a deux populations minoritaires qui, dans un cadre de crise profonde, d'impression d'être sortis de la globalisation et de ne pas en avoir tiré les fruits, de populations qui se retrouvent dans une période de forte inflation et qui se disent mais finalement ces gens-là, toutes ces familles ont vécu les 30 glorieuses et ensuite les 30 ans de globalisation qui ont créé de la richesse. Et là d'un coup il y a une dette, on doit payer. Les Français ont vécu à crédit. Et donc ces Français qui ont un immense ressentiment, ils se disent, mais ils sont en train de porter leur ressentiment. Il y a deux partis politiques qui sont en train de mettre ça en place contre les Juifs et contre les musulmans. Donc, ceux qui ont peur, d'abord, c'est les musulmans. Évidemment, les musulmans qui sont partout en France, puisqu'ils sont, selon nos calculs à nous, on travaille avec l'État d'Israël, à peu près 8,4 millions de personnes. Et imaginez bien que si sur ces 8,4 millions de personnes, on a 10 millions de personnes à peu près dans les banlieues, 9-10 millions de personnes dans les banlieues, mais imaginez, les Juifs ne sont pas tous dans le 16e arrondissement. Les Juifs en France, on a à peu près 80 à 100 000 personnes qui sont pauvres. Des gens qui vivent, où est-ce qu'ils sont? Alors, ces gens-là,
ils sont déjà 19e, 20e arrondissement, on a 40 000 personnes. C'est des gens qui vivent chichement pour certains. On a à Sarcelles, on a 12 000 personnes. À Créteil, on a 20 000 personnes, donc au milieu des cités. Donc au contact de populations massivement arabo-musulmanes et qui étaient déjà dans une espèce d'antisémitisme assez fort et qui a été augmenté en fait par la guerre et qui a été encore augmenté par le fait que LFI se sont emparés de cette problématique pour pouvoir les fédérer. Donc, il y a 55 000 personnes à Marseille, 10 000 à Toulouse, 15 000 à Strasbourg, il y a 10 000 personnes à Villeurbanne qui sont des gens en risque. Donc, on a 100 000 personnes qui sont vraiment des populations qui actuellement sont en risque. Et la peur, c'est qu'est-ce qui va se passer le soir du 27, du premier tour, le soir du 7, et puis rebelote le 14 juillet derrière qui est traditionnellement une période d'émeute. Et qu'est-ce qui va se passer juste avant les Jeux Olympiques? C'est-à-dire que si on a un soulèvement des cités comme on a eu en 2005, comme on a eu après la mort de Naël en juin dernier, qu'est-ce qui se passe pour les Juifs? Ces Juifs se disent mais nous on devient des populations à risque, évidemment. Alors, oui, je voudrais, dans ces conditions, parce qu'on a compris donc ce tableau très 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 difficile, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? On est à 15 jours du scrutin maintenant. Quelle serait la moins mauvaise solution dans l'hypothèse, par exemple, d'un second tour entre la LFI et le Rassemblement national quand on pense à tous ces risques-là? Est-ce que vous avez une position là-dessus? Alors, il y a ce qu'on peut dire et puis ce qu'on peut pas dire. Mais on a deux solutions. Si Marine Le Pen, si Jordan Bardella arrive au pouvoir, et si on a un soulèvement des cités, ce qu'on n'espère pas, évidemment, on espère que tout le monde va se calmer, mais ce n'est pas en allant sur les plateaux de télévision en disant que l'immigration est un poids de 15 milliards d'euros pour la France chaque année, alors que tout le monde sait, enfin, les études montrent l'inverse. En fait, les dernières études de l'OCDE montrent exactement l'inverse. C'est à peu près quelque chose, l'immigration est en fait à peu près neutre. Si d'ici là, ces arguments incendiaires continuent, eh bien, on va forcément avoir des populations musulmanes qui vont être principalement musulmanes, qui vont être extrêmement meurtries de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Pas tous, parce qu'il y a des gens qui veulent de l'ordre dans les cités. Et puis qu'il y a 2 millions de Kabyles qui se considèrent pas arabo-musulmans. Et qu'il y a une grande différence aussi entre les générations, entre les vieux qui disent, l'État tombera jamais, et les jeunes qui nous disent, maintenant on sort, puisqu'on n'a plus rien à perdre. Donc, face à ça, évidemment, il y a des protections, des mesures il y a le SPCJ qui s'occupe et vous avez un numéro vert qui s'occupe des Juifs. Mais moi, je ne conseille pas de sortir le soir des premiers tours. Et s'il y a des règles simples de sécurité à connaître, c'est si vous entendez des coups de feu ou des émeutes autour de chez vous, le risque c'est l'émeute. Il ne faut pas sortir de chez vous. D'autre part, ce qu'on conseille, c'est que vous ayez quelques jours de nourriture et d'eau, que vous ayez pour 3 jours. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il peut y avoir des affrontements sporadiques, des bouffées de violence. Mais on ne pense pas qu'il puisse se déclencher une guerre civile de 3 mois. Ça, c'est peu probable. Mais là-dedans, il peut y avoir des pogroms, oui, effectivement, et puis surtout sur du homejacking. C'est pas tout à fait ma question, mais la question c'était sur le plan électoral. Serge Klarsfeld a dit qu'en cas de deuxième tour où il y aurait un candidat Rassemblement national et LFI, la France insoumise, eh bien lui, il voterait Rassemblement national. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez mon avis? Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a aucunement l'intention de gagner. Je pense qu'il s'est placé comme le Tché et que son intention, c'est d'être l'opposant principal du Rassemblement national, et c'est pour ça qu'il fait ses purges, et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à tirer sur l'alliance de gauche pour rester au centre. Ça, c'est une première chose. Donc, je pense pas qu'il passera. Et au cas où il passerait, tout le monde, ça serait bon. Donc, je pense que malheureusement, que le Rassemblement national passera. Et je pense que le Rassemblement national n'est pas prêt. Alors, là, parce que la structure politico-étatique, en fait, est solide, elle tient, la structure policière, mais elle n'est pas prête à la veille des émeutes de Naël, je rencontrais quelqu'un proche de le renseignement territorial qui me disait, en endogène, on maîtrise tout. En exogène, on maîtrise pas. En clair, ce qui se passe, si ça vient de l'intérieur, on maîtrisera tout. Si ça vient de l'extérieur, s'il y a une guerre Iran-États-Unis, on maîtrisera pas. Le lendemain, il y a eu les émeutes de Naël et ils ont rien maîtrisé. Donc, parce qu'on est face à des jeunes, on est face à des gens. Donc,
Le Front National va se heurter à deux choses. Il va se heurter d'abord au mur de la dette, à 3 milliards d'euros de 3 milliards de dette, et des intérêts de la dette qui sont la taille du budget de l'éducation nationale. Donc on peut avoir très bien un scénario économique qui va être celui qui s'était passé avec Liz Truss en Angleterre, où Liz Truss, quand elle est arrivée, vous vous rappelez, c'est la nouvelle Thatcher, on nous disait c'est formidable, incroyable, elle va enlever tous les impôts pour les riches, et par un effet de ruissellement, la population va de manière magique, en fait, trouver une espèce de bonheur capitaliste incroyable. C'est pas ce qui s'est passé, parce que son budget avait juste 3 milliards de livres de déficit, 2-3 milliards, ce qui n'est pas beaucoup finalement. Là, on est sur des budgets qui nous promettent des dépenses, des glissements à 10 milliards d'euros. En 3 semaines, la Banque d'Angleterre a arrêté la fête. En 3 semaines, elle était en 44 jours de pouvoir comme Premier ministre en Angleterre, elle a été virée. Donc, c'est peut-être ce qui va arriver au Front National parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens d'une politique économique sérieuse. Après, d'un point de vue sécuritaire, dans un premier temps, ils vont peut-être sortir, comme la police n'est pas suffisante si on a des émeutes de masse. Donc on aura l'armée. Mais dans un deuxième temps, ils feront exactement comme a fait Nicolas Sarkozy en 95. Ils signeront avec les grands frères, ils déverseront de l'argent sur la banlieue et ils essaieront de faire la paix. Et là-dedans, les Juifs qui sont au milieu ne seront plus un enjeu. Les Juifs, c'est 440 000 personnes en France. 100 000 vraiment exposés, 80 à 100 000 vraiment exposés. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront la révolution comme d'habitude, avec leurs pieds, en partant. Soit en faisant l'alliance, soit en essayant. Alors moi, ce que je propose, ce que je dis, c'est que je pense que la France, alors ça c'est le scénario catastrophe. Je réponds suffisamment à votre question? Oui, enfin, vous ne dites pas pour qui voter, mais ça c'est un autre problème. On ne va pas aller plus loin. Je pense que c'est la peste et le choléra. Je pense que voter entre la peste et le choléra, il faut voter pour des candidats républicains, vous n'avez pas le choix. Et sinon, ne votez pas. Parce qu'il y a aussi l'idée de dire, finalement, d'un côté, on a quelqu'un qui est, disons, favorable à Israël dans ses déclarations, du côté de Marine Le Pen notamment, et de l'autre côté, on a des discours très antisionistes du côté de la France insoumise. Est-ce que ça, c'est pas une position qui peut aussi avoir entré dans la balance, si je puis dire, peser dans la balance? Peut-être, mais il faut bien comprendre que la manière dont on a utilisé le phonème juif, aussi bien du côté du Rassemblement national que du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est simple, c'est juste un concept. Les Juifs réels, ils s'en foutent tous les deux largement. Le jour où il faudra défendre une synagogue, heureusement, il y aura la police et il y aura peut-être l'armée, mais c'est pas les choix politiques. Alors est-ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont favorables à Israël? Très bien, formidable. Mais how does it make sense for me? Comment ça change ma vie à moi? Ce que se demandent les communautés juives de Sarcelles, Créteil, c'est qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Et si demain il y a une émeute qui est lancée parce que dans toute la France, parce que Jordan Bardella est élu, on se souciera pas beaucoup d'opinion politique, on se demandera où aller. Et ce que je pense, c'est un appel, ça, aux chrétiens, c'est un appel aux musulmans. Rappelez-vous, la Seconde Guerre mondiale, 75% des Juifs ont disparu, ont été détruits, ont été massacrés en Europe. 75% des Juifs français ont survécu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en France, il y a des justes. Et même dans le massacre d'Hébron en Israël, les Juifs ont été massacrés, mais des musulmans ont offert leur maison à des Juifs. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de nous rapprocher de tous ceux qui sont autour de nous, d'inviter vos voisins chrétiens à un rêve Shabbat. Invitez-les, comme c'est quand ils sauront ce qu'est vraiment la scène auquel ils croient. Invitez-les, et du coup, faites des liens avec vos amis, et vous verrez ces gens-là vous protéger. Parce que pour l'instant, dans l'urgence, on a ça, et on a le SPCJ. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez au tout début. Les institutions juives, comme le consistoire, comme le CRIF, qui ont fait confiance depuis la fin de la guerre au pouvoir républicain pour les protéger, je vous cite, se retrouvent sans interlocuteur. Et effectivement, on peut par exemple se demander qui pourraient être les prochains invités dans ces conditions du dîner du CRIF de l'année prochaine. Est-ce que ça signifie pour vous que l'on est là vraiment à l'arrêt de mort de ce qu'on appelle le franco-judaïsme, qui était mal en point, mais qui là finalement est en train de dépérir complètement, c'est-à-dire cette association entre la communauté juive et l'État, les dirigeants et les institutions françaises? Alors, il y a vraiment deux branches. Il y a la branche consistoriale, ok,
si on décompose un peu la communauté juive, aujourd'hui on a sur 400 000 personnes, 440 000. J'ai fait toute l'analyse et toute l'étude. On va sortir un très très bon livre avec mon ami Dov Maimon là-dessus et sur les enjeux pour la communauté juive française. Et il est du GPPI à Jérusalem. Vous verrez, c'est un truc formidable qu'on va sortir très très rapidement. Donc, et sur l'avenir de la communauté juive française et donc des institutions. Donc d'un côté, on a le consistoire. Le consistoire est là depuis Napoléon. Il est institutionnel et il est représenté par le grand rabbin de France, mais surtout par tous les représentants de communauté, les présidents, les rabbins locaux. Et le lien qu'ils avaient avec le politique, il est très fort. Il n'y a pas d'un côté le CRIF qui fait de la politique et puis de l'autre côté le consistoire qui fait du religieux. Parce que quand les maires, les députés se font élire, ils viennent à Kippour dans les synagogues. Donc pour chercher des voix. Donc il y a un lien direct, local, très profond, et on ne sait pas ce que va devenir ce lien. Que vont faire les communautés, accueillir le député LFI qui vient d'appeler à la fin de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Kippour? Ça va devenir très très compliqué. On prend les choses très très simplement. Donc ça c'est une première côté. Et de l'autre côté, le grand rabbin Corsia qui est un ami. Donc Raïm, c'est très simple. Raïm, c'est devenu l'ami des politiques pour protéger les Juifs. Proche de Chirac, j'ai vu Jacques Chirac dans son salon et voilà, c'est des amis. C'est-à-dire que la France a été bonne mère pour les Juifs à protéger ces minorités. Est-ce que vous avez déjà des réactions à votre note de la part des autorités communautaires qui elle était destinée donc? Vous avez des réactions de quelle nature? Pour l'instant, les autorités communautaires, elles ne se positionnent pas trop. J'ai des réactions côté sécurité, évidemment. Côté sécurité, plutôt des côtés de la sécurité. Mais du côté du CRIF, du FSJU, et qui sont toute la partie qui est née après-guerre, qui a construit le judaïsme, qui a construit toutes ces communautés, qui les protège, qui gère la tzedaka, qui essaie qui a une parole pour défendre le judaïsme. Ces gens-là, d'un coup, ils se sont retrouvés, alors qu'ils étaient d'un extrême courage. Je veux dire, Yonatan Arfi a été très très courageux. Enfin, je veux dire, ils s'exposent. C'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui ont, voilà, ils font ce qu'ils peuvent avec. Enfin, vraiment, c'est très courageux, quoi. Eh bien, ils se retrouvent dans une position où ils ont plus d'interlocuteurs. Ils risquent de ne plus avoir d'interlocuteurs républicains. Et dans ce cas-là, on parle à qui? Ouais. On parle à l'État, on parle aux fonctionnaires, mais on parle à qui au niveau politique? Est-ce que vous Et d'autre part, le PS nous a largement. Le PS qui était censé nous protéger depuis longtemps et qui était invité à tous les dîners, repas du CRIF, etc. Ces gens-là, à part Valls et Cazeneuve, on n'a plus personne, quoi. Est-ce que vous prévoyez une augmentation de l'ALIA dans les prochains mois, Didier Meirlon? Il va y avoir deux alias. Il va y avoir une alia intérieure et il va y avoir une alia vers Israël. Actuellement, les dossiers de demande de reconnaissance de judaïté sont pleins. Il y a beaucoup de demandes. Après, ce qui se passe en Israël, c'est que Israël est prêt à accueillir, mais la vie en Israël, elle est dure. La vie en Israël, il y a d'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a 100 000 personnes qui du Nord ont été ramenées au cœur d'Israël et des gens du Sud qui sont remontés. Donc les capacités, elles ne sont pas immenses. Dans un cadre où, comme vous le savez, la vie est très chère là-bas. Je ne parle pas du prix au mètre carré à Tel Aviv. Même dans des localités. Donc il y a des plans déjà qui se préparent vers Israël. Il y a déjà des plans qui se préparent. Et donc l'Alliance juive travaille là-dessus. Et ça me semble important de se rapprocher c'est important. Est-ce qu'il faudrait faire un plan? Est-ce qu'il y a un plan de secours, vous dites, pour les Juifs de France qui voudraient quitter le pays? Ça existe, c'est en train de se mettre en place. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Bien sûr. Il faut absolument aujourd'hui écrire des plans, en fait, pas forcément des plans de sauvegarde, c'est une première chose, à court terme, et ensuite des plans d'évacuation à moyen terme, le 9-3, le 9-4, une Céline Pina, un François Pupponi, ils m'ont dit, François, je suis corse, hein, ça vous aura peut-être échappé, mais donc François Pupponi, qui est un ancien élu de Sarcelles, il m'a dit, Didier, maintenant, pour les Juifs, il me dit, ça début 2023, maintenant, pour les Juifs de Sarcelles, c'est l'évacuation. Parce que quand Le Pen va arriver, elle va pas faire de mal aux Juifs. Mais les masses arabo-musulmanes vont sortir et là, vous pourrez pas tenir. Et quand j'ai été vérifier ça auprès de gens de renseignement, ils m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit, Didier, ce n'est plus possible, c'est fini. Quand j'ai été voir Céline Pina, qui sont c'est tout ça, c'est des anciens élus socialistes qui savent quel est le terrain. Elle m'a dit maintenant, il faut absolument que ces populations quittent le 9-4 et soient accueillies par des Juifs du 78 ou autres. Alors, ils espèrent une solidarité entre les Juifs français qui, à mon avis, est relativement faible et qui ont peu de moyens.
Mais il est absolument important maintenant que l'État se préoccupe de faire sortir ces populations, les aide à sortir et les aide à aller vers, je sais pas, vers la Bretagne, vers la Corse, vers des lieux qui sont à beaucoup, ou vers des banlieues parisiennes qui sont beaucoup moins dangereuses pour eux, évidemment. Alors, vous parlez de la Corse, on va terminer là-dessus. Didier Meirlon, vous êtes corse d'origine. Vous avez créé une association même pour promouvoir les relations entre la Corse et Israël. Ça s'appelle Terra Eretz Corsica Israël. Donc, tout est dans le nom. Alors, c'est pas moi qui l'ai fondé, c'est mon ami Frédéric Joseph Bianchi, qui est le patron de Terra Eretz Corsica Israël, auquel je participe et qui est mon ami. Voilà, Parlez oui. parfois de la Corse comme un possible refuge pour les Juifs. C'est vraiment sérieux ce que vous dites là au niveau global? Oui, oui, c'est très sérieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est très sérieux. Ce qui s'est passé, c'est que à partir du, c'est très que, vous voyez, la Corse, on dit l'île des justes, c'est-à-dire que la Corse n'a donné aucun Juif pendant la guerre. Enfin, un seul qui est parti, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'antisémites en Corse. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand même, il y a une tradition d'accueil solide et implantée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que juste après le 7 octobre, on a eu des tas de courriers de gens qui nous disaient, voilà, moi, je suis en train de refaire deux appartements, deux maisons, je suis prêt à accueillir des Juifs. J'ai trouvé ça très très beau. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Et donc on s'est dit, hein, donc j'ai pris contact donc avec la communauté juive de Bastia, avec les gens du Bet Rabbah de Corse, donc à Ajaccio, avec le rabbin Levi Pinson à Ajaccio, le rabbin donc Zalman Teboul à Bastia. Et petit à petit, il s'est formé des groupes autour de ces gens qui sont prêts à essayer d'aider. Les Corses, c'est pas l'agence juive, hein. C'est pas l'agence juive pour la Corse. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais des familles qui voudraient accueillir des familles. Alors, on va pas sortir 100 000 personnes en Corse. C'est pas ça que je suis en train de raconter. Mais il y a une vraie, je suis sûr qu'il y a en France et en Corse des gens qui ont compris, qui vont protéger non seulement les Juifs, mais aussi les Arabes, parce que s'il y a des pogroms, il y aura des ratonnades. Et qu'est-ce que c'est complètement inadmissible. Ça serait complètement inadmissible. C'est-à-dire que les musulmans, ils ont peur aujourd'hui. Moi, je les comprends. Mettez-vous à leur place. Ils vont faire les frais de cette espèce de grande vague d'extrême droite. On les accuse d'une dette, de la dette de la société. On les accuse de tout. Bon. Donc, je crois qu'on est là, nous, pour protéger les Corses. On est là pour protéger les Juifs. Et j'envisage tout chrétien qui se respecte. J'envisage tout musulman qui se respecte à accueillir en cas de problème des familles juives et évidemment aussi des familles musulmanes. Alors, et vous-même, Didier Meirlon, vous avez l'intention de faire votre alia éventuellement ou vous continuez à travailler dans ce processus de transition, j'allais dire? Pour l'instant, je suis en France et je suis en train d'essayer de protéger à ma manière et avec mes moyens les communautés juives en lien avec l'État d'Israël, bien sûr. En lien avec les communautés, en lien avec les différents organismes de la communauté. Je fais tout ce que je peux depuis 1 an et demi pour aider. Et on Voilà. attend donc votre prochain livre qui sortira, je crois, à la fin de l'année. Avec Dov Maimon, donc, avec l'inusable et le grand esprit Dov Maimon. Donc, on a écrit un bouquin qui est vraiment un bouquin de réflexion sur la sociologie des Juifs en France, des Français juifs. Comment ils se comportent, qu'est-ce qui s'est passé pour les Français musulmans, comment toutes ces populations viennent en fait des mêmes lieux, viennent du Maghreb. Pour 70% des Français juifs, ils sont séfarades. Comment en fait certains se sont intégrés, d'autres pas intégrés, qu'est-ce qu'il y a comme, et comment finalement le fond de l'histoire, c'est une histoire d'immigration et peut-être il est possible que la communauté juive de France, vous savez, on est passé de 500 000 personnes à 400 000 personnes en 20 ans, donc 25%, 20% de toute communauté qui perd 20% de sa population en 20 ans doit quand même se poser des questions sur elle-même. Et il est possible qu'une partie de la communauté juive parte. Oui, aujourd'hui, c'est possible. Merci beaucoup Didier Meirlon de nous avoir donné toutes ces explications à la fois très précises avec beaucoup de chiffres, en même temps on le voit aussi avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement de votre part. Merci et merci à tous pour votre attention. Merci à tous et courage. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.